Seknona Lema, tchadien et travailleur à EMS, African Institute for Mathematical Science, ici à Kigali, et puis à National Institute for Mathematical Science, NISR, donc l'Institut national de la statistique du Rwanda, où je travaille en tant que data scientist et aussi quelqu'un qui pilote le renforcement de capacités en data science. Voilà, donc je vais sans plus tarder partager mon écran pour qu'on puisse ensemble aller pas à pas. Donc aujourd'hui, on va un peu faire le récap de la séance 1 et aller plus en détail sur la structure de données. La structure de données, comme par exemple les listes, les tableaux, les dictionnaires. Et en plus, on peut aussi brosser la boucle while. La dernière fois, on avait fait la boucle for. Donc, on peut aussi aujourd'hui travailler sur la boucle while. Et quatrièmement, on va écrire des fonctions. Donc, écrire des fonctions dans Python. On avait déjà brossé ça. Donc, définir des fonctions avec Python. Et le dernier point sera d'utiliser les librairies de data science comme NumPy pour tout ce qui est vecteur, tout ce qui est matrice. Et voilà, les vecteurs, c'est les matrices à une dimension. Les matrices, comme on le connaît, les tableaux rectangulaires, c'est des données à 2 dimensions. Donc, on peut aller aussi au-delà pour explorer les données à plusieurs dimensions. Donc, il y a aussi la librairie Pandas, qui est la librairie aussi des data science qui permet d'importer les données, de nettoyer, de faire des calculs, par exemple, grouper des choses par région ou bien par district, par commune, et agréger les informations, que ce soit sous forme de moyenne, sous forme, voilà, d'écart, tout ce qu'on veut, et avoir un tableau statistique voilà, publiable. Donc, il y a aussi la librairie Matplotlib, et les librairies Matplotlib et Seaborn, qui nous permettront d'outils pour la visualisation des données. Et enfin, la librairie Scikit, j'espère que le temps nous permettra pour maintenant créer des modèles mathématiques, des modèles de machine learning pour peut-être prédire quelque chose à partir des données historiques. Donc, on peut faire simplement une application de modèle linéaire simple, peut-être aller jusqu'au modèle linéaire, au modèle logistique. Et idéalement, avec les nouveaux trucs comme l'IA, l'intelligence artificielle, on aurait pu aller jusqu'au réseau de neurones. Mais qu'à cela ne tienne, c'est juste la partie introductive. Donc, on peut juste faire les petits modèles et puis après, donner le canevas aux gens d'explorer encore plus. Alors, d'accord. Donc, récap de la séance 1. Donc, la dernière fois, on avait commencé par le tout début qui est le Hello World, comment printer quelque chose dans la console. Et puis, on a aussi affiché quelque chose dans la console, donc du texte, en fait. Donc, afficher du texte dans la console. Après, on a parlé des opérateurs arithmétiques, donc tout ce que la calculatrice peut faire, donc la division, l'addition, multiplication, soustraction. Et les modulos, division entière, tout et tout, ont été poussés. Et en plus de ça, on a aussi exploré les opérateurs logiques qui nous permettent de tester des hypothèses. Par exemple, on peut tester si 1 est égal à 2 et on sait clairement que 1 n'est pas égal à 2. Voilà pourquoi on a la réponse false en anglais qui signifie faux. Et la différence, on utilise cet opérateur exclamation égale qui signifie est-ce que 1 est différent de 1. Donc, c'est faux parce que 1 est égal à 1. Et aussi les inégalités comme est-ce que 1 est inférieur à 1. Donc, c'est juste des valeurs que j'ai prises comme ça pour pouvoir tester. Mais ça peut être plus que ça. On peut tester si un texte, 1 peut être un texte, est-ce qu'il est, ou bien ça peut être une situation, un autre chiffre. Donc, moi, j'ai pris des chiffres très, très simples. Donc, pour l'égalité, on peut tester si, par exemple, une chaîne de caractères est identique à une autre. Par exemple, si on est dans un processus, il faut, par exemple, confirmer que ce que la personne a écrit est exactement égal à ce qu'on s'attend à avoir. On peut utiliser l'égalité pour tester si une chaîne de caractères donnée par un utilisateur est égale exactement à ce qu'on s'attend, pour valider que la personne a gagné ou a perdu, un truc comme ça. Et voilà. Donc, et ça, c'est l'inférieur, le signe inférieur. Donc, on peut tester ce genre d'hypothèse. Par exemple, est-ce que l'âge
l'âge d'un utilisateur est inférieur à 34, ou bien 35, ou bien 40, 50. On peut tester comme ça. Et voilà. Ça, c'est au sens strict du terme, et ça, c'est inférieur ou égal. Donc, on comprend, inférieur ou égal, c'est, voilà. Est-ce que 1 est inférieur ou égal à lui-même? Donc, on est allé plus loin pour dire que 1 est inférieur ou égal à lui-même. Ça signifie aussi que 1 est strictement inférieur à 1 ou 1 est égal à 1. Et ça nous donne vrai parce que 1 ici n'est pas inférieur à lui-même. Donc, ça, c'est une proposition qui est une condition qui est fausse ici. Et avec l'opérateur ou, si l'une est vraie, alors leur conjonction ici est vraie. Donc, si l'une au moins est vraie, alors avec l'opérateur OR, le résultat est vrai. Donc, cette condition est vérifiée, ou si elle est vérifiée, alors une quand même est vérifiée. Voilà pourquoi on a le vrai. D'accord? 2 supérieur à 1, c'est une évidence. 2, c'est 1 plus 1. Donc, 1 plus quelque chose est supérieur à 1. C'est vrai. D'accord? Et est-ce que 2 est supérieur ou égal à 10? Donc, on va avoir deux propositions qui sont fausses. 2, est-ce que 2 est strictement supérieur à 10? Ou est-ce que 2 est égal à 10? Donc, on a ici faux ou faux. Donc, faux ou faux. Donc, aucune n'est vraie. Alors, on a faux à la fin. Donc, et puis, il y a aussi l'opérateur et. Donc, parce qu'on a déjà fini avec la séance 1, voilà pourquoi j'ai utilisé les et les or ici. Donc, il y a le et qui est and en anglais et ou qui est or. Donc, ça nous permettait aussi de combiner deux conditions. Donc, on a vérifié que quand l'une des propositions est vraie, alors on a vrai. Donc, ici, on a vrai ici, on a vrai là, avec l'opérateur ou, or. Donc, quand l'une au moins est vraie, alors on a vrai. Sinon, si toutes les deux sont fausses, on a faux. OK? C'est-à-dire aucune des conditions n'est vérifiée ici. Ici, l'une au moins est vérifiée. Mais avec le et, si ce ne sont pas les deux qui sont vérifiés, alors tout est faux en fait. Attends, j'ai passé ça, je crois. Ouais. Ici, tout est faux si c'est pas toutes les deux qui sont vraies. Donc ici, c'est parce qu'on a vrai et vrai. C'est-à-dire les deux conditions sont vérifiées avec l'opérateur AND. On a true ici. Mais si au moins l'une est fausse, tout est faux. Donc c'est un peu le contraire de ce qu'on a avec l'opérateur OU. OK. Bon, pas tout à fait le contraire, parce que là, le contraire, ça signifie si on met la négation à une, ça doit donner l'autre, mais le milieu ici ne répond pas aux critères. Donc, c'est pas tout à fait le contraire. On va nommer nom. On l'appelait le nom, c'est l'élément. Et le type de variable, si on veut savoir quel est le type de notre variable, c'est type. OK, type de nom. Et print pour afficher. C'est-à-dire, si on ne met pas print à chaque fois, vous allez voir que c'est la dernière instruction seulement qui sera affichée. Du coup, si vous voulez afficher plusieurs choses, il faut préciser ça par print. OK, donc print type, non, ça nous donne string. Et si on veut voir ce qui est stocké dans nom, on print nom et puis directement on a le nom ici. Et ça nous permettait aussi de visiter directement le type de valeur, type de variable qu'on peut avoir dans Python. Ça, le premier type ici, on a le champ des caractères, les champs des caractères. Et deuxième type ici, quand on a 39 comme ça, si c'est pas un nombre à virgule, Python reconnaît automatiquement que c'est un entier. Donc, dès qu'on sauvegarde 39, on affecte la valeur 39 à la variable âge. Elle est automatiquement dans la mémoire. Et si on veut vérifier quel est le type de âge, de la variable âge, on a c'est un type entier et la valeur de la variable âge est 39, puisqu'on a stocké 39 dans la variable âge. Okay? Et maintenant, si jamais je crée un autre et je mets encore âge est égal à 80, maintenant, si je print âge, c'est-à-dire la valeur de âge qui a été au préalable 39 va changer en. Attends, je dois me connecter. Voilà. Donc, la valeur, je vais exécuter à partir du haut. Donc, normalement, ici, on s'attend à avoir 39. Maintenant, comme on a encore assigné, on a encore donné une autre valeur, on a affecté une autre valeur, ça va écraser ce qui est dans la mémoire. Désormais, la variable âge prend 80. Donc, il faut faire attention parce que si on donne le même nom à deux variables différentes, elles peuvent changer catégoriquement de type et de valeur. Donc, âge pouvait, si je veux changer directement âge, au lieu que ce soit un truc en numérique, ça peut devenir une chaîne de caractères. Et là, si je veux voir le type d'âge, le type de variable,
vous allez voir que c'est du string, c'est chaîne de caractères, parce que j'ai mis les côtes à 80. Ce n'est plus une variable. Donc, j'ai en même temps changé la valeur et j'ai changé même le type. Donc, il faut faire un peu attention à comment on est en train de nommer nos variables. OK? Maintenant, on a aussi visité, on a aussi brossé les variables de type float. Donc, c'est les nombres décimaux. Juste parce qu'il y a le dot ici qui dit que c'est un nombre décimal. Et automatiquement, Python détecte que c'est un float. OK? Et ici, c'est la valeur stockée directement qui est rendue quand on print aussi la taille. D'accord? Et les booléens ou les variables logiques, donc c'est eux qui sont les résultats, par exemple, des tests ici, des true et false. Quand on veut tester deux hypothèses, par exemple, les résultantes ici sont des booléens. OK? Donc, c'est aussi ce même type-là qui est ici. Donc, ils sont deux, true pour faux et false pour vrai. Donc, vous voyez que la classe ici, c'est bool. Et voilà, il y a une chose que j'ai dit aussi, c'est que true et false sont, par exemple, si vous voulez transformer true en integer ou bien en double, non, en float, si on veut changer, le true est représenté par 1 et le false, si on veut le convertir en numérique, le false, il est représenté par 0. Donc, du coup, ça, c'est quelque chose qui peut aussi nous aider à calculer la somme, par exemple, des cas qui vérifient nos hypothèses. Par exemple, les âges qui sont supérieurs à 50 ans. Donc, si on veut des gens qui ont un âge supérieur à 50 ans pour une étude donnée, on peut, par exemple, faire la somme des tout pour avoir le nombre exact, par exemple. Au lieu d'utiliser peut-être l'int, machin, on peut directement faire la somme. Si on veut la proportion, on peut prendre la moyenne de 0 et 1, et puis on a directement la proportion. Donc, ça aussi, ça peut nous aider dans l'avenir. Et voilà. Maintenant, on a aussi les structures de contrôle qu'on avait visitées la dernière fois, qu'on avait aussi, bon, presque survolé, hein, compte tenu du temps, et compte tenu aussi des multiples questions qu'on recevait. Donc, on a les if, elif et else. Donc, if ici, c'est la condition si, et elif, c'est sinon si, OK, et else, c'est sinon. Donc, sinon si, c'est-à-dire on a une première condition qui commence toujours par if, et non, si on a plus de deux conditions, on peut utiliser sinon si pour inclure la deuxième et else pour la troisième. Et on peut avoir autant de elif si on a un nombre, voilà, un nombre supérieur même à 3, 4, 5, 6. Donc, on peut utiliser autant de sinon si et laisser la dernière condition vérifiable dans le else. Et s'il y a, des fois, on peut mettre tout dans les sinon si et le else, on peut afficher un message d'erreur pour dire que, bon, aucune des conditions n'est vérifiée. Qu'est-ce que vous voulez faire, par exemple? Donc, il y a tout ça. Donc, on a défini, par exemple, donc on est allé très vite, on a défini une liste pour pouvoir itérer sur la liste pour détecter, par exemple, les multiples d'un nombre, comme ça. Et quand on a une liste, par exemple, pour indexer le premier élément de la liste en Python, donc l'indexage en Python commence par 0. Ça, c'est le plus petit des indices. Pour ceux qui utilisent R, ils vont peut-être commencer par 1. Mais 1 ici, en Python, signifie deuxième élément. Donc, le premier élément de la liste, c'est 0. Donc, c'est parce qu'on a une liste de 0 jusqu'à 10. Ça, on l'a défini manuellement, mais je dis, il y a la command range ici, qui peut nous aider à, par exemple, avoir la même liste L. Donc, si je mettais, par exemple, L2 ici, est-ce que le premier élément de L2 est égal au premier élément de L? Oui. Est-ce que, voilà, on nous dit que c'est vrai. Et est-ce que le dernier élément de L, je peux garder ça ici, est-ce que le dernier élément c'est moins 1? Est-ce qu'il est égal au dernier élément de L2? Ça aussi, voilà, comme je vous disais, si vous voulez afficher plusieurs choses, il faut print. Sinon, Python va vous afficher seulement la dernière ligne. Voilà. Et là, voilà. C'est-à-dire que ça, vous voyez clairement que le premier et le dernier élément des deux listes sont les mêmes. Et on peut même tester tout le monde print L is equal to L2. Bon, j'espère que ça va pas. Voilà. L n'est pas égal à L2. Ouf. Il y a un souci. Normalement, ça doit être égal. Donc, maintenant, est-ce qu'il faut peut-être. Est-ce que c'est parce que c'est. Je ne sais pas. Est-ce que ça a été manuellement entré sous forme de liste?
Peut-être que c'est la structure qui change. Bon, peut-être qu'on va, on va aussi tester si la classe de S, L2 est différente de la classe de L est égale à la classe de L2. Ça peut être ça le problème. Pourquoi tu m'affiches ça? Non. Voilà. Je commence à me perdre dans les deux langages. Hein. C'est type, c'est pas la classe. Voilà. C'est le problème de classe. La classe de L2 est différente de la classe de L. Voilà pourquoi les deux types sont différents. OK? Donc, voilà. Mais les valeurs sont les mêmes. Celui-là peut être juste un simple array et ça, c'est un. Ça peut être aussi. Attendez, je teste aussi ça. Print type of L2. Voilà. Celui-là, il est de type range. Vous allez voir que le L1 est de type list. Donc, voici la différence. Mais si vous affichez élément par élément, vous allez trouver que c'est la même chose. Voici d'où vient le problème. Voilà, c'est un recap. Donc, vous avez accès aussi à ça, mais je peux aussi mettre à jour ce que je suis en train d'ajouter. Et ça, c'est le modulo, juste pour tester, pour obtenir le reste de la division entre deux entiers, comme ça. Voilà. Et 1 divisé par 2, le reste, c'est 1. Donc, le quotient, c'est 0. Et ici, on est en train de tester si le premier élément, par exemple, de L est pair ou bien multiple de 2. D'accord? Et si c'est le cas, on dit que c'est vrai, sinon, c'est faux. Donc, maintenant, 0, le nombre 0 est multiple de tout nombre. Hein. Même si c'était 3, c'est pareil. Donc, 0 est multiple de tous les nombres entiers. Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça. Bon, c'est un fait. Donc, voilà. Donc, mieux vaut peut-être commencer par 1 et omettre 0 parce que 0 va toujours être tout pour le modulo, pour n'importe quel entier qu'on va mettre ici. Donc, en fait, ça, c'était ce qu'on avait utilisé maintenant pour pouvoir tester. Donc, ici, on a testé les if statement, on a testé aussi le elif. Donc, on teste si le premier élément de 2 est multiple de 2. Donc, ce message va s'afficher. Sinon, si L1, c'est-à-dire le deuxième élément, L1, c'est le deuxième élément. S'il est nul, on va aussi avoir le message, le deuxième élément est nul. Ou soit, sinon, on va avoir que, voilà, il n'est pas multiple de 2. Donc, on a eu. Donc, ce qui vérifie, c'est cette dernière condition dans le else. D'accord? Donc, ici, le F, ici, on appelle ça le functional print. Donc, quand vous mettez le F ici, quand vous ouvrez les guillemets, vous pouvez passer quelque chose que vous avez calculé au cours de vos exécutions, donc dans vos instructions. Par exemple, si vous avez un résultat quelconque, vous pouvez mettre F et directement l'afficher ici, en plus du texte directement dans le print, ce qui rend un peu les prints dynamiques, qui changent au fur et à mesure qu'une situation calculée change aussi. Et on peut avoir plusieurs, voilà, compte tenu de ce qu'on veut afficher, on peut avoir plusieurs de ce genre d'accolades qui nous prennent quelque chose. Et en plus, on avait un exercice pour illustrer maintenant les if and else. L'exercice consistait à, voilà, ici par exemple, on a itéré sur tous les éléments de L pour pouvoir se dire est-ce que c'est un multiple de 2 ou n'est pas un multiple de 2. Donc, le résultat, attends, je n'ai pas exécuté à partir du haut. Voilà. Donc, les résultats sont clairs. Donc, on va du premier élément. Donc, le range, ça va de 0 jusqu'à... donc, si n égale à 10, si n égale à 11, ça va aller de 0 à 10. OK? Donc, quels sont les indices en fait? Donc, I représentera l'indice 0 quand on est à 0, à 1 quand on est à 1, jusqu'à 11 moins 1, si on veut avoir le dixième, le 11e élément. Donc, à 10, on est au 11e élément. Donc, et avec les structures de contrôle, on peut maintenant tester si c'est un multiple de 2 ou pas. Donc, on peut faire la même chose pour 3. Par exemple, si on change, si on veut avoir les multiples de 3, maintenant, il faut peut-être nombre. On peut, par exemple, faire nombre égal à 3. Et on va mettre le nombre ici. Et puis, pour avoir un code dynamique, on va aussi mettre nombre là. Donc, directement, on a ceci. Ici aussi, on va mettre nombre. Donc, ND. Donc, on a 3. Donc, 0 n'est pas multiple de 3, 1 n'est pas multiple de 3, 2 n'est pas multiple de 3. 3 est multiple de lui-même. Parce que le module 3 module 3 va donner 0. Après, vous allez voir que c'est 6. Et après, c'est 9.
Donc, imaginons si je voulais avoir les multiples de 5, on ce code s'adapte très facilement. Donc, vous allez voir que c'est 5 et c'est 10. Voilà. Donc, avec le functional print, vous avez directement des choses de façon très dynamique. Le nombre directement ici, et puis le nombre euh, qui nous permet de le nombre que vous voulez tester, le nombre que vous voulez tester ces multiples avec directement. Donc, si on veut le multiple de 9, je pense que ce sera le dernier, l'avant-dernier qui est ici. Voilà. Donc, dynamiquement. Alors, donc, on a aussi fait ceci. C'est un peu le même code qui est au-dessus. Voilà. Donc, on va passer rapidement. Et si on veut récupérer les deux listes, par exemple les listes des nombres pairs et les listes des nombres impairs, donc on avait aussi dit ça. Donc, on va définir un L2 qui va récupérer. Bon, ça va sûrement écraser le L2 qu'on avait, mais c'est pas grave. Donc, le L2 va récupérer les pairs et le L1 va récupérer les impairs. Du coup, voilà. C'est exactement ça, n'est-ce pas? Ouais, c'est ça. Donc, normalement, un devait être parmi les impairs. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Je pense que le problème est dans cette boucle. C'est-à-dire que si ça prend la valeur 0, 0 va passer ici. Attendez, donc 0, donc on va finir avec le 0, 0 va être dans le truc ici. Et normalement, quand ça passe à 1, est-ce que ça vérifie ici? Ça ne vérifie pas là? Ça ne vérifie pas ici aussi, donc c'est passé dans le next. Ouais, c'est normal. On est en train de chercher les multiples de 2 et 3, ce n'est pas les nombres pairs et impairs. Donc c'est un code qui est correct. On cherche les multiples de 2 et 3. Donc ça, ce sont les multiples de 2 et les multiples de 3. Bon, comme je vous disais, normalement, on doit aussi écrire que, voilà, si c'est le 0 peut être aussi ici, parce que le 0 est multiple de tout le monde, donc on peut aussi ajuster ce code-là, davantage pour avoir une situation claire. Voilà, c'est bien ici. Bon, mettez en tête qu'on doit avoir un 0 ici. Voilà, définir une fonction, c'est tout simplement ça, c'est-à-dire vous utilisez le mot-clé def et la fonction, le nom de la fonction et les arguments. D'accord? Donc maintenant, une fonction doit vous retourner quelque chose ou bien afficher quelque chose. Donc, c'est que ça va retourner, comme on fait la somme de x et y, ça va juste retourner l'addition. Bon, ça, c'est juste une façon simple d'illustrer la définition d'une fonction. Mais sinon, additionner, on peut déjà utiliser le plus. Donc, ça ne sert à rien de définir encore, de réinventer la roue. Bon, c'est juste par titre illustratif pour montrer comment ça marche. Donc, vous pouvez avoir plus complexe que ceci. Et en même temps, on peut définir, puisqu'on sait comment travailler avec les chaînes de caractères, on peut définir une fonction qui salue. Donc, on peut par exemple dire, voilà, entrez votre nom, d'accord, et print ou bien return hello. Hello. Et puis, maintenant, on peut hello. Et puis, on peut additionner votre nom et on peut ajouter aussi ceci. Donc, maintenant, si je veux utiliser cette fonction, je peux faire, par exemple, salut et je mets mon nom Lema. Donc, vous allez voir que cette fonction est dynamique, hello Lema. Sinon, je peux aussi print directement. Je peux print directement et vous allez voir hello Lema. Donc, print fait éliminer aussi les codes. Donc, vous voyez du texte clair et net. Donc, on peut mettre par exemple Abdel, hello Abdel Aziz. Par exemple là. Donc, c'est une fonction qui est dynamique. Donc, voilà. Donc, si vous êtes en train de créer un site web ou bien une application web, dès que l'utilisateur se connecte, vous pouvez afficher ça peut-être en haut à gauche pour dire voilà, hello Lema, ou bien bonjour. Bonjour. Voilà, bonjour Abdelaziz, bonjour. Voilà. Donc, des fonctions dynamiques et réutilisables, vous pouvez copier et coller dans n'importe quel projet. Voilà. Donc, l'exercice qu'on avait aussi résolu pour illustrer les if, else, if, elif and else, c'était la résolution des équations quadratiques. Donc, du coup, voilà. On sait que quand on a ce genre d'exercice, il faut juste calculer le discriminant. Et voilà. Et puis, au vu des discriminants, de la valeur du discriminant, on peut décider, on peut avoir, voilà, peut-être si c'est supérieur à 0, on a deux racines distinctes. Si c'est inférieur à 0, c'est complexe. Si c'est égal à 0, on a une racine double.
Donc, une fonction a été créée. Voilà, c'est cette fonction-là qui nous permet d'avoir voilà, des situations comme ça. Par exemple, ici, si A est 0, on avait aussi contrôlé ce cas. Si A est 0, on dit que ce n'est pas une équation du second degré, la solution est moins C sur B. Donc, directement, ce cas-là a été testé ici, ce n'est pas une équation du second degré, et la solution, c'est moins C sur B. Donc, moins C, c'est moins 5 sur 3 qui vous donne 1,4. Donc, si le delta est égal à 0, vous avez une racine double, vous voyez que c'est moins 1. Et le résultat vous donne exactement ce qu'on appelle les tuples. Les tuples, c'est aussi des listes, mais les délimiteurs ici, ce sont des parenthèses au lieu comment on appelle là? Les square brackets, c'est les guillemets, je ne sais pas. Donc ici, les délimiteurs, ce sont les parenthèses, c'est les tuples. OK. Et pour cet exemple où delta est inférieur à 0, on a clairement des complexes conjugués. Donc celui-là est conjugué de celui-là et vice-versa. Et quand le delta est positif, 9 par exemple, vous avez les deux racines distinctes. Voilà. Et j'ai aussi donné deux liens pour ceux qui aimeraient continuer à apprendre davantage sur le Python basique et avancé. Donc voilà, ce qui nous amène directement aujourd'hui. Donc le récap, c'est bon. On peut dire que ça, c'est déjà couvert. OK. Et ici, on va maintenant aborder, on a abordé les listes. Vous avez vu dans ma présentation, les listes, c'est juste, les listes peuvent être générées directement en utilisant range. Et aujourd'hui, on va utiliser la librairie NumPy pour générer même des données suivant une certaine loi, par exemple, loi uniforme, loi normale. Et puis, on peut simuler des données, par exemple, des données, bon, comme si on partait recueillir des données dans une enquête, par exemple. Voilà. On peut détecter l'âge, on peut simuler l'âge, on peut simuler sexe, on peut simuler la taille et puis pouvoir maintenant voilà, faire la visualisation. On peut simuler aussi les situations matrimoniales et tout et tout. Donc, en utilisant juste la librairie NumPy. Donc, les tuples, je reviens encore sur ça. Par exemple, quand vous définissez une fonction, par exemple, si ça fait la somme et le produit en même temps, de X et Y, par exemple, vous pouvez avoir, par exemple, vous pouvez return directement X plus Y, et puis vous pouvez aussi retourner X multiplié par Y. Donc, ça, c'est une fonction qui marche. Donc, si, par exemple, si je mets ça dans le résultat, si j'utilise ma fonction SUMPROD, OK, et de 2 et 8, par exemple, vous allez voir que le résultat ici va avoir des résultats sous forme de tuple. OK? Donc, si vous retournez deux choses différentes, le résultat directement, c'est un tuple. Donc, c'est une liste. C'est une liste et ça peut être directement aussi converti en liste si on veut. D'accord? Donc, voilà. C'est ça l'utilisation des tuples. Au bout, vous pouvez définir directement les tuples. Il y a beaucoup de fonctions qui vous retournent des tuples. Donc, voilà. Voici leur utilité. Et là, par exemple, vous avez deux choses qui sont retournées. Donc, si vous voulez directement accéder à ces deux résultats et les sauvegarder dans des variables, vous pouvez, par exemple, dire que A, c'est le premier et le B, c'est le deuxième. Donc, maintenant, le résultat disparaît. Donc, maintenant, si je print A, donc c'est le résultat de la somme, je peux printer aussi B, le résultat du produit. Donc, vous voyez que ça récupère directement les résultats passés ici. Donc, A et B. D'accord? Voilà. Donc, il y a certaines données qui viennent sous forme de tuple aussi. Donc, pour pouvoir récupérer, par exemple, les données d'entrée, donner les targets qui sont, par exemple, la variable réponse. Beaucoup de jeux de données dans la librairie scikit-learn viennent sous forme de tuple. Donc, on peut récupérer aussi comme ça pour pouvoir faire nos analyses. Donc, peut-être dans les séances suivantes, on va explorer ça de façon plus élaborée. Les dictionnaires, voilà, ça, c'est vraiment un type de données très, très intéressant. Donc, dictionnaire. Par exemple, si vous êtes en train de collecter les données, par exemple, si vous collectez l'âge, d'abord, si je collecte le nom, d'accord, nom égale Lema, par exemple,
Là, je suis en train d'utiliser un Markdown, je vais changer en Python. Donc, c'est lemma. Vous pouvez aussi stocker âge. D'accord? Âge, c'est bon, 70 ans, si vous voulez. Et la taille, c'est 1 mètre, bon, 3 mètres, si vous voulez. Ou 45 mètres, 1,8. Et nationalité, c'est, voilà, on peut écrire tchadienne. Donc, ça, c'est un dictionnaire comme ça. Donc, si je veux connaître le type de cette variable, donc on me dit que c'est dict, donc qui signifie bien dictionnaire. Donc, le dictionnaire, il est caractérisé par plusieurs choses. On peut, par exemple, dire quoi, keys. Donc, les keys, c'est les noms des variables, par exemple, nom, taille, machin. Et on a aussi les valeurs. Donc, c'est caractérisé par values. D'accord? Donc, les values, c'est maintenant les valeurs prises par ces variables-là. Donc, le nom ici, c'est la clé et lemma, c'est la valeur. Et âge, c'est le nom de la variable et 70, c'est la valeur et ainsi de suite. Et les dictionnaires, ce sont les données qui sont plus proches du data frame parce qu'on peut convertir ça facilement en utilisant la librairie Pandas en data frame. Donc, on peut avoir ça plusieurs fois. Donc, du coup, on peut avoir ça pour un premier répondant et on peut avoir la même chose pour un deuxième répondant et ainsi de suite. Voilà. Et voilà. Donc, c'est ça qui rapproche ça vraiment des tables de données qu'on peut utiliser dans nos modèles de machine learning et tout. D'accord? Voilà. Donc, il y a aussi quelque chose qui caractérise les dictionnaires. Il y a aussi les items, items. Donc, items, vous allez avoir à la fois, donc, vous avez des tuples. Donc, on groupe 2 par 2, c'est-à-dire nom, et la valeur, c'est lemma. Âge, la valeur, c'est 70. Taille, la valeur, c'est 1,8. Nationalité, la valeur, c'est tchadien. Donc, voilà. Donc, les items, donc vous avez les tuples directement dans les tuples qui caractérisent tout ce qui est dans le dictionnaire. Donc, par exemple, vous pouvez dire for item in dict one items. Donc, on peut print tous les items. Donc, vous allez voir que ça, autant que c'est passé, ouais, la parenthèse ou vente fermante. Donc, vous voyez que ça nous ramène tous les tuples comme ceci. Donc, si vous voulez, vous pouvez récupérer les tuples et pouvoir faire des analyses supplémentaires. D'accord? Voilà. Ou soit, vous pouvez récupérer, par exemple, A, B est égal à item. Donc, vous voyez que le A, on va prendre le nom et B va prendre le nom de la variable, B va prendre la valeur. Donc, vous pouvez faire print A et print B. Et maintenant, pour séparer, vous pouvez print quelque chose comme... Vous voyez que si on multiplie une chaîne de caractères par un nombre, ça multiplie juste, ça répète la chaîne de caractères. Donc, si je multiplie par 20, vous allez avoir le tilde 20 fois, le hyphen 20 fois. Donc, la première variable, c'est nom. Donc, on a affiché A. Ça, c'est B. Et ça, c'est le délimitaire qu'on a mis ici. Deuxième variable, c'est âge, 70. On a le délimitaire. Et la troisième variable, c'est... Donc, vous voyez qu'on peut accéder aux items. Et à partir des items, on peut aussi accéder au nom de la variable et à la valeur directement. Donc, ça dépendra de quel genre de problème on est en train de résoudre. Et voilà, c'est mieux de connaître toutes les fonctionnalités, pour pouvoir faire des choses avec. Donc, sans plus tarder, je vais nous introduire à... On va passer à l'écriture des fonctions. Ouais, c'est déjà ça. On peut utiliser des fonctions complexes. Voilà. Et là,
j'ai sauté la boucle while. La boucle while, c'est, je change ici en Markdown. While. Donc, la boucle while, c'est un peu comme la boucle for, mais il faut avoir un critère d'arrêt. Par exemple, si vous tapez la boucle while true, ok? Si c'est à chaque fois, si la condition est vraie à tout moment, ça dit que la loupe ne va jamais s'arrêter. Donc, cette boucle ne va jamais s'arrêter. Donc, si vous voulez détruire votre machine, je vous conseille de taper ce code-là et de l'exécuter. Demain, vous allez pleurer avec mon nom. Donc, n'exécutez pas. Pour ceux qui sont en ligne, please, n'exécutez pas cette ligne de commande. Elle ne va jamais s'arrêter. D'accord? Maintenant, il faut un critère d'arrêt ici. Par exemple, on peut initialiser i égale à 0, par exemple. Maintenant, on dit tant que, donc la boucle while en français, c'est tant que i est inférieur à 200. Donc, ça dit si on n'a pas i inférieur à 200, il faut pas s'arrêter. Mais tant que i va dépasser 200, non, inférieur égal, si i dépasse 200, alors la boucle doit s'arrêter. Là, en plus, comme i est 0, cette condition est toujours vraie, donc cette boucle ne va jamais s'arrêter. Pour que ça s'arrête, il faut maintenant incrémenter i. Donc, incrémenter i, c'est égal i plus 1. Maintenant, si vous voulez, le raccourci, c'est i plus égal à 1. Donc, c'est la même chose. On incrémente i de 1 plus égal 1. I plus égal 1, c'est égal à i plus 1. D'accord? Donc, je mets ça en commentaire pour dire que cette quantité ici, ce code-là, c'est l'équivalent aussi de celui-là. Est-ce qu'il y a une réaction? Donc, à chaque fois, on ajoute 1 à i. Donc, quand i va atteindre maintenant 201, la boucle va s'arrêter. Donc, vous allez voir qu'elle s'est arrêtée exactement à 201. OK? Si vous voulez, on peut faire juste à 20. Vous allez voir qu'on va avoir juste 20 sorties. Donc, si vous voulez avoir une idée sur... donc, on est à l'itération. Donc, on peut ajouter un espace et plus... maintenant, i est un entier. Donc, si je mets juste i ici, je vais avoir un message d'erreur. Parce que i ne peut pas... On ne peut pas additionner un entier et une chaîne de caractères. Donc, pour forcer maintenant i, pour que i devienne aussi une chaîne de caractères, on écrit STR. Donc, c'est une façon forcée de forcer la conversion de i en chaîne de caractères. Là, maintenant, on dit on est à l'itération 0, donc au tout début. Si vous voulez, on peut commencer à 1. Donc, on est à l'itération 1, et puis on est à l'itération 2, et ça va s'arrêter exactement à l'itération 20. Dès que ça dépasse 20, la boucle va s'arrêter. D'accord? Et voilà, pour ce genre de... La boucle while aussi, si vous voyez, un exemple, c'est quand vous faites le étoile 182 ou bien étoile quelque chose, quand vous utilisez les USSD, vous voyez clairement que c'est la boucle while qui est derrière parce que ça vous demande toujours d'entrer un nombre. Par exemple, si vous voulez, par exemple, un paquet de 2 gigas par mois, entrez 2. Sinon, maintenant, si vous n'êtes pas intéressé, on peut dire taper 0 pour retourner en arrière. Vous êtes toujours dans la boucle while qui tourne toujours. Et maintenant, c'est vous qui décidez de sortir de là. Maintenant, essayons aussi, on peut aussi avoir un code interactif qui demande à l'utilisateur d'entrer quelque chose. Donc, on peut par exemple dire, on peut stocker ce que l'utilisateur va entrer dans le input. Donc, input, entrer un nombre, OK? Donc, dès qu'on exécute, vous allez voir qu'il y a un dialogue qui va sortir ici. Ça dépend. Si vous êtes dans Jupyter, ça sortira en bas. Et comme je suis dans Visual Code, ça sera en haut ici. Donc, le nombre, j'en 10 par exemple, et je mets entrée. Normalement, si je mettais print A, je reprends encore. Donc, le dialogue sort là. Je mets 10 et je tape sur la touche entrée. Et vous allez voir que la valeur 10 est directement printée ici. Le input, maintenant, à moins que vous le forcez, on va se mettre une chaîne de caractères. Donc, si vous avez déjà dit à l'utilisateur que c'est un nombre, il faut forcer la conversion en directement en float ou bien en int. Okay? Mais float, c'est plus... Int, c'est les entiers. Donc, l'utilisateur peut décider d'avoir, par exemple, de vous donner un nombre décimal. Donc, float, ça prend en même temps les entiers et les décimaux. Là, maintenant, si je reprends, je fais 10, vous allez voir. Voilà.
maintenant, j'ai forcé le type de A pour que ce soit un float. D'accord? Et de la même façon, on peut aussi créer des fonctions dynamiques pour dire, par exemple, voilà, on peut demander à l'utilisateur d'entrer un nombre. Après, on va dire, est-ce que vous voulez encore continuer à entrer des nombres ou bien vous voulez vous arrêter? Donc, on peut écrire un code comme ça. Donc, je peux commencer par while true pour dire à chaque fois que c'est toujours vrai. Donc, je peux demander à l'utilisateur A égale input. Entrer un nombre entre 0 et 9, ou bien 0 et 10. Donc, maintenant, je le convertis en float. Maintenant, imaginez que l'utilisateur ne vous donne pas un nombre dans ce range-là. Donc, maintenant, il faut tester. Donc, if A is greater, no, less than 0, less than 0, and si A est supérieur à 10, maintenant, il faut donner un message. Vous avez le nombre est incorrect, par exemple. Incorrect. Le nombre est incorrect. Maintenant, s'il est incorrect, il faut encore demander à l'utilisateur d'entraîner un autre. D'accord? OK? Vous pouvez encore lui demander d'entraîner un autre. Sinon, qu'est-ce qu'on fait? Sinon, on dit, on peut lui donner un message. Vous avez entré le nombre. Maintenant, on peut faire un functional print. Vous avez entré le nombre A. Bon, c'est banal comme fonction, mais ça nous amène à illustrer la boucle web. Maintenant, on peut au départ, par exemple, initialiser la réponse continuer, par exemple. On peut avoir continuer égal à true. Donc, si continuer, donc on peut maintenant dire si c'est continuer, donc continuer est toujours vrai. Si c'est continuer, alors ça veut dire si c'est true, il faut toujours continuer. Sinon, maintenant, on va demander continuer égal à input. Donc, je vais là juste l'appeler compte. C'est-à-dire que si vous voulez continuer, on va voir. Donc, voulez-vous continuer? Voulez-vous continuer à entrer les nombres? Donc, vous pouvez faire 1 pour oui, ou bien 2 pour non, ou bien 0 pour non. OK? Donc, tapez 1 pour oui, ou bien 0 pour non. C'est-à-dire que maintenant, on est sorti de la boucle du contrôle if. Maintenant, si c'est le bon nombre, on a ceci. Maintenant, quand on sort de tout ça, on veut encore voir si l'utilisateur veut continuer. Donc, maintenant, on va transformer ça en int pour pouvoir l'utiliser facilement. Donc, en integer. Maintenant, on va écrire encore un if count is equal to 1. Then, maintenant, notre continuer va changer de valeur. Continuer va être égal à true. Ça veut dire que le gars veut toujours continuer. Else, maintenant, continuer va être égal à sa négation ou bien être égal à false. D'accord? Voilà, donc on a fini notre fonction comme ça. C'est juste une fonction qui, bon, pas une fonction, mais un code qui demande à l'utilisateur d'entrer un nombre. OK? Maintenant, on vérifie si le nombre est dans l'intervalle escompté, si c'est le nombre entre 0 et 10. Si ce n'est pas le cas, on va lui demander encore d'entrer une autre fois. Donc, le nombre A, ça va écraser ce qu'il avait entré au départ. Maintenant, ça va continuer avec la boucle while. Essayons de voir si ça va le faire. Donc, là, déjà, on a un dialogue qui me dit entrer le nombre entre 0 et 10. Imaginez, j'entre moins 1. Donc, le code me demande, voulez-vous continuer? Je dis non. Donc, je peux taper 0. Ça s'est arrêté. Donc, vous avez tapé le nombre moins 1. Donc, ça veut dire qu'il n'a pas pu tester pour me donner le message, le nombre est incorrect. Ici, donc, ici, ça doit être où? Voilà pourquoi le code n'a pas marché.
Si le nombre est supérieur à 0, non, inférieur à 0, ou le nombre est supérieur à 10, alors on doit recevoir un message incorrect. Donc, moins 1. Donc, vous voyez, le nombre est incorrect. Maintenant, on me propose encore d'entrer un nouveau nombre qui est, je peux taper maintenant 9. Maintenant, on me demande, voulez-vous continuer? Je dis oui. Donc, si je dis oui, il dit entrer un nombre encore entre 0 et 10. Je tape par exemple 11. Vous voyez que le message, le nombre est incorrect. Maintenant, je tape 7. Voulez-vous continuer? Voilà. Ou non, je ne veux pas continuer. Voilà, ça s'arrête. Maintenant, le problème est que dès que j'ai tapé le bon nombre, ça continue en boucle. Sinon, ça ne va jamais s'arrêter. Donc, on peut améliorer aussi ça davantage pour que ça soit bien. Voilà. Donc, tant que le nombre n'est pas incorrect, le jeu va continuer davantage. Voilà. Et après, je ne sais pas pourquoi ça ne... Je crois que, voilà, on doit encore impliquer notre if ici. OK. If now, si A est supérieur ou égal à 0 et A est inférieur ou égal à 10, donc maintenant, on va dire, on va print, vous avez tapé, non, peut-être le nombre est correct, le nombre est correct. Donc, un truc comme ça, voilà. Peut-être ça va améliorer un peu le visage de notre code. Donc, je tape moins 1. Non, on dit le nombre est incorrect dans le message. Je tape 0. Boum, j'ai une grosse bêtise comme elle. Ah, le end. Les deux langages R et Python sont en train de se mélanger dans ma tête. Donc, moins 1, je tape 0. Voilà, le nombre est maintenant correct. Est-ce que vous voulez continuer? Oui. Tapez encore un nombre. Je tape 90. Le nombre est incorrect. Vous voyez que ça s'affiche dans le message. Et je tape, on me propose encore une deuxième chance, 8. Voilà. Voulez-vous continuer? Oui. Je tape encore 78. Non, incorrect. Je tape 67. Incorrect. Maintenant, il me demande directement, vous voulez continuer? Voilà. Donc, on peut aussi mettre une boucle while dans une boucle while pour dire, tant que c'est incorrect, il faut demander seulement. Il ne faut pas faire une seule fois. Donc, ici, on peut transformer ici en une boucle while pour dire, tant que c'est incorrect, continue de demander. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là pour la boucle while, pour passer à autre chose. D'accord? S'il y a des questions, on peut on peut répondre à ces questions et sinon, on va continuer. Il y a des questions? J'espère que je ne suis pas en train de parler seul aussi. Hein. Non, je crois qu'il n'y a pas de questions. Okay, non, nous sommes là. Ok. D'accord, il n'y a pas de réaction de votre côté. J'espère que ça ne va pas très vite. Hein? Non, c'est bon. Oui, ça va. Cool. D'accord. On était attentifs. Ça, c'est bien. C'est bien. Bon, donc, voilà. C'est l'utilisation de la boucle while. Donc, on peut faire plein de choses avec ça. C'est juste des exemples très, très basiques que je donne juste pour voir où est-ce qu'on peut aller avec ce genre de contrôle. Voilà. Maintenant, on va aller directement vers la librairie NumPy. D'accord? Après, on va aller vers Pandas. Si on a le temps, on est déjà à 20, on a 41 minutes. Donc, la librairie NumPy. Donc, c'est une librairie de R, de Python qui permet de travailler directement. Bon, ça permet de vectoriser. Par exemple, ce que vous pouvez faire avec un seul escalaire ou bien un seul nombre. C'est-à-dire, on prend un nombre, on l'élève au carré. Comme la dernière fois, si on a deux nombres, par exemple 10, 5 ou bien 6, par exemple. Si on veut l'élever directement au carré comme ça ne passe pas. D'accord? On est dans le Markdown. Je fais ça en Python. Ça ne passe pas, à moins que vous écriviez une boucle pour élever élément par élément. D'accord? Maintenant, avec le NumPy, d'abord, c'est une librairie qu'on peut importer facilement en écrivant import NumPy. Maintenant, pour ne pas avoir le long nom NumPy, on peut avoir un shortcut NP. Donc, traditionnel, tout le monde connaît NumPy sous forme de NP. Donc, si c'est Pandas, on va mettre PD. Hein. Si c'est Matplotlib, on va mettre PLT. Voilà, c'est devenu
comme une convention, mais on peut donner n'importe quel nom. Ça peut être juste un N ou bien un Y, si ça dépend de vous. D'accord? Donc, cette librairie NumPy, par exemple, si on utilise maintenant le NumPy array sur, sur cette liste, c'est-à-dire on sera capable maintenant de l'élever au carré. Donc, sans directement utiliser, sans toutefois utiliser une boucle for. Donc, ça vectorise un peu les calculs. C'est-à-dire, les calculs s'appliquent directement, on dit en anglais quoi, element based, c'est-à-dire c'est élément par élément. Donc, on peut élever à la puissance 10 ou à la puissance n'importe quoi, donc 8. Voilà. Donc, on peut convertir, par exemple, une liste. Elle permet de convertir, par exemple, une liste traditionnelle comme ça, comme on le tapait à la main, directement en array. OK? Maintenant, NumPy peut encore faire plus que ça. Il peut générer aussi des nombres aléatoires. Des nombres aléatoires. Par exemple, si je veux une distribution, par exemple, d'une loi normale, par exemple, pour simuler les âges entre les âges avec une moyenne, par exemple, de 60 et un écart de peut-être 15 ans. Donc, je peux, par exemple, faire un NumPy random. Donc, random, c'est pour, attention, random, c'est pour le côté aléatoire et normal pour la distribution normale. Donc, vous allez voir que NumPy, pas NumPy, on vous propose directement les valeurs qui peuvent être prises par cette fonction. OK? Donc, location, c'est le centre, donc c'est la moyenne. Et le scale, c'est le standard deviation ou bien l'écart type. Et maintenant, le size, c'est combien de points? Quel est votre. Le sample size, c'est la taille de l'échantillon que vous voulez simuler. Donc, par exemple, je veux que la moyenne, la location soit de 60 ans, avec un écart de 15 ans. Donc, c'est l'écart type comme ça. Et la taille, si je veux, par exemple, 100 ou bien 1000, si vous voulez, 100 observations. Reproduire la même chose. On peut, par exemple, faire NumPy, set seed. C'est où le set seed? Je crois que c'est dans le random. Et seed, voilà. Seed, maintenant, on peut fixer l'aléa. Par exemple, si vous mettez un de 3 comme moi, vous allez voir que la distribution qui sera générée sera la même que la mienne. Donc, on va commencer par 43.71. Et voilà, tout est identique jusqu'à la fin. Vous pouvez confirmer si vous avez la même chose que moi. Ouais. Donc, si vous avez le random seed, 1, 2, 3, normalement, on doit avoir la même distribution. Si vous avez vos machines, si vous n'êtes pas en train d'utiliser vos téléphones, bon, je suppose qu'on a la même chose. Et là, par exemple, si je veux générer une variable âge, par exemple, je peux arrondir en utilisant, par exemple, np round directement. Bon, la commande round aussi, quand vous installez Python directement, elle vient directement sous forme de inbuilt function. C'est une fonction qui est déjà dedans. Par exemple, round, voilà. Si je veux un décimal près, donc ça fait 12,8. Donc, je peux simplement utiliser le round qui existe directement en mémoire, ou bien utiliser le round qui vient aussi de NumPy. Ah, vous voyez maintenant le danger. Donc, je ne peux pas utiliser le traditionnel. Je ne peux qu'utiliser celui de NumPy. Donc, let's print. Donc, j'ai des valeurs entières, 44, machin. Je pouvais, à la place de round, mettre un int aussi pour directement avoir les entiers, mais round est mieux. Par exemple, quand quelqu'un a 47 points quelque chose, qui est proche de 48, ça va vous donner 48. Voilà. Maintenant, si on met int, ça va seulement récupérer les valeurs entières. D'accord? Donc là, j'ai simulé la variable âge. OK. Maintenant, si je veux aussi simuler une autre variable, par exemple, je veux simuler une variable, un genre, par exemple, genre masculin ou féminin. OK. Je peux utiliser le random choice. Donc, choisi entre. Donc, je peux lui donner un vecteur, par exemple, de mâle et femelle, comme ça. Et je peux lui dire, par exemple, de me générer. Bon, je regarde aussi le nom. Voilà, vous voyez que ici, par exemple, c'est ça peut être un vecteur, ok, d'une dimension, donc on dit array like. Donc, et
La deuxième variable, c'est la taille. La taille, vous voulez combien? Donc, ça sera 1000 aussi. Et la troisième, le troisième argument ici, c'est un booléen pour dire est-ce que vous voulez, est-ce que c'est un tirage avec, comme on est en train de choisir, est-ce que c'est avec ou sans remise, donc de place. Entendez ça comme, pour ceux qui ont fait un peu ceux qui ont fait de la probabilité. Donc, c'est un choix avec remise. Donc, le size, c'est 1000 et replace égale, on va mettre true. Donc, les codes R sont encore dans ma main ici. Donc, vous allez voir que ça va répéter. En haut, c'était 100. Donc, pour ne pas m'embrouiller, je vais mettre sample size. Ou bien N. Donc, N, la taille de l'échantillon, je vais mettre 1000. Donc, ici, je vais le transformer en N. Donc, on n'a toujours rien à changer. On a toujours la même chose. On a 1000. OK. Donc, print. On va afficher juste les 5 premiers. D'accord. Et ici aussi, on peut stocker ça dans la variable genre. Et on va aussi printer les 5 premiers. Mais pour ne pas avoir de soucis, on va encore faire le seed. Donc, random seed. On va encore faire le 1, 2, 3 pour avoir les mêmes sorties chez moi et chez vous. Donc, affichons les 5 premiers. Voilà. Donc, si on veut afficher les 5 premiers, c'est ça, ou bien on peut aussi faire head. Je ne sais pas si là, voilà. Non, head, c'est pour... non, il n'y a pas head ici. Head, c'est pour les data frames et tout. Donc, vous voyez que les 5 premiers, on a mâle, femelle, 3 mâles. Ça veut dire que vous êtes allé interviewer des gens. Le premier est un homme, la deuxième personne est une femme, la troisième personne est un homme, quatrième homme et cinquième homme. Donc, on est en train de simuler les données comme ça. C'est juste pour vous dire que NumPy peut faire plein de choses. Et on peut aussi simuler la taille, par exemple. Je peux simuler la taille directement ici. Donc, la taille, je peux aussi appeler. Je peux la faire de la même façon que, par exemple, la normale, mais je vais enlever les arrondis. Donc, la taille, on peut dire, par exemple, la taille moyenne, c'est 1,5 m, par exemple, ou bien 1,6 m. Et puis, avec un écart de 1,5 cm. 1,5 m, c'est beaucoup. On peut faire ça comme ça pour que le maximum peut atteindre 2 mètres et quelques. Donc, on peut aussi print la taille. Donc, les 5 premiers. Voilà. Bon, on peut arrondir un peu quand même. Bon, celui-là, il est carrément. Ouf, c'est un pygmée. 0,9. Wow. Ça, c'est pas cool. Donc, on peut faire 7 et peut-être 3. Ouais, ça, au moins, ça peut. Ouais. Ça peut faire. Ça peut le faire. Voilà. Donc, voici des données comme ça. Donc, on les a simulées, mais on peut aller sur le terrain et collecter les vraies données qui peuvent refléter la réalité. Donc, NP, round. Prenons peut-être 2 chiffres après la virgule. Donc, on a ça. What happened round? Voilà. Donc, 1,55 m, 1,31 m, 1,7 m, presque 2 mètres, 1,17 m, des trucs comme ça. Voilà. Bon, c'est juste la simulation des données aléatoires, ou bien on peut les appeler des données synthétiques. Bon, synthétique aussi, c'est trop fort parce que synthétique se base aussi un peu sur la réalité. Donc, les données aléatoires. Donc, maintenant, voilà, voici ce que NumPy peut faire. NumPy peut aussi gérer des matrices, par exemple. Donc, les matrices avec NumPy, code. On peut, par exemple, entrer une matrice A est égale, par exemple, voilà, une matrice. Ça, par exemple, si vous voyez la dimension, c'est une dimension 1. Ça, la dimension, elle est de 1. OK? Si je veux connaître la dimension, par exemple, de la taille, donc vous allez voir que c'est une dimension. OK? Si c'était 2 dimensions, après la virgule, vous allez voir qu'il y a quelque chose. Donc, vous avez un tuple qui vous donne juste une valeur. Donc, ici, on a mis l'entrée et c'est une seule dimension. Maintenant, si vous voulez avoir 2 dimensions, il suffit seulement de doubler les crochets ici. Vous voyez, ça, c'est une dimension à l'intérieur, une autre dimension. Et maintenant, vous séparez seulement les choses par la virgule. Donc, ça veut dire ici, ça, c'est la première ligne. Donc, si je veux avoir une matrice, par exemple, je fais un markdown ici.
Si vous voulez avoir une matrice, ça c'est les matrices. Si je veux avoir un exemple de matrice comme ceci, je génère encore un knockdown. Donc, si je veux avoir, je vais utiliser du LaTeX ici, M est égal à begin pi matrix. Donc, si je veux avoir par exemple 1, 0, 2, ça c'est la première ligne. Et la deuxième ligne, je peux encore fermer ici en disant que c'est ici c'est des et, code LaTeX. Et encore ici. Maintenant, end. Ça, c'est pas un code Python, hein. Je suis en train juste d'écrire une matrice pour que vous voyez. C'est pas un code Python, c'est un code juste pour afficher les mathématiques. Donc, si je veux avoir une matrice comme ça, après, je change ici moins 3, 2 et 0. Et si je veux encore ajouter une autre ligne, 0, 1, 1, par exemple. Ça, c'est une matrice. Si j'ai cette matrice et je veux transcrire cette matrice en Python, donc la première ligne doit être dans ce crochet, la deuxième ligne dans le deuxième quadrant ici et troisième ligne ici. Donc, je peux avoir 1, 0, 2. Ici, j'aurai moins 3, 2 et 0. Et troisième ligne, on a 0, 1, 1. Voilà. Donc, si j'affiche M, vous allez voir que ça s'affiche comme tel. D'accord? Et on peut aussi mettre ça directement dans NumPy en disant c'est np array encore, ou bien c'est np nd array. Je ne sais pas si ça va marcher. Non, c'est np array. Voilà, vous voyez que l'affichage est exactement comme ce que vous voyez ici. Du coup, si je peux prendre encore une autre matrice M2, donc je peux appeler ceci A et appeler ceci B. Et je copie pour construire une matrice encore B qui est égale, je peux avoir les 0 ici à la place de 1, 1 ici, je peux avoir 1 là, je peux avoir 1 là. Voilà. Maintenant, si je fais aussi print A et print B, print A. Voilà, donc on a la matrice A qui est là et la matrice B qui est là. OK? Donc, au lieu d'écrire des boucles for pour pouvoir calculer l'addition, par exemple, de A et B, donc on peut faire des additions, les opérations sur les matrices. A et B, c'est directement avec NumPy np add. On va utiliser add seulement pour additionner A et B. OK? Imaginez que on peut le faire directement avec NumPy de la sorte. Je commente ici. On pouvait, mais on ne le pouvait pas si jamais on n'avait pas converti en array. Imaginez que j'enlève, ou bien je commente, et puis les A, au lieu d'être des NumPy arrays, A et B étaient juste des arrays traditionnels, comme ceci. Et puis, je commente là. C'était des choses traditionnelles. Vous allez voir comment c'est dangereux d'additionner deux matrices. Voilà. Donc, ça, c'est le traditionnel. Tant qu'on n'a pas transformé en array, vous allez voir que c'est comme ça que l'addition se présente. OK? Maintenant, si vous avez ça sous forme traditionnelle, comme ça, les listes traditionnelles, pas les listes, les types listes, pas les types array, NumPy peut toujours vous aider à faire le calcul. Donc, maintenant, vous utilisez np-add pour additionner les deux matrices A et B. Vous pouvez utiliser, numpy.mat pour multiplier les matrices A et B. Ça vous donne directement la multiplication des matrices. Et pour soustraire, si vous voulez, il y a aussi NumPy subtract.
Donc, vous pouvez aussi mettre de B. A fois B inverse, like this. Donc, si vous voulez, maintenant, comment avoir l'inverse de B? Donc, l'inverse de B, ou bien B inverse, ça c'est égal à, maintenant, NumPy a aussi le côté algèbre linéaire, donc ligne algebra, donc ligne algebra. Maintenant, dans la librairie, dans la méthode, ou bien dans le package lineage, vous avez, si vous mettez point, vous allez encore voir la fonction inverse. Maintenant, vous pouvez mettre la matrice B dedans. Et si le déterminant est différent de 0, vous pouvez avoir maintenant le B inverse. Ça, c'est l'inverse de B. Donc, on a l'inverse parce que le déterminant de B est différent de 0. On peut le tester. Est-ce que le déterminant de B, donc c'est toujours dans NumPy, linear algebra, and then determinant, on va avoir, on peut tester si B a un déterminant. Donc, le déterminant est égal à moins 4. Donc, normalement, le déterminant, compte tenu des valeurs entières qui sont données, le déterminant devrait être quelque chose d'entier. Ici, ce sont les méthodes itératives d'approximation qui vous donnent ces nombres-là. Donc, vous allez voir que ça, en réalité, c'est 5. Donc, le déterminant est 5. Si vous le calculez manuellement, vous allez trouver 5. Mais on vous le donne en 4,9999. Bon, si on arrondit à même 5 chiffres après la virgule, ça vous donne 5. Du coup, voilà. Donc, le déterminant est moins 4, moins 5, différent de 0. Voici pourquoi on peut calculer l'inverse de la matrice B. On peut en même temps aussi déterminer on peut aussi savoir si A aussi a un déterminant. Voilà, A aussi a un déterminant de 4. Donc, la matrice A aussi, elle est inversible. D'accord? Voilà. Donc, du coup, on peut calculer A multiplié par l'inverse de B. Donc, A multiplié par l'inverse de B, on va utiliser np.matmult. Donc, matmul, donc A virgule B. Du coup, voilà, c'est la dernière instruction qui est affichée. Donc, voici la division matricielle de A et de B. Donc, on multiplie A par l'inverse de la matrice B. Voilà, donc c'est des choses comme ça. Et ça, c'est une base vraiment très, très importante quand on veut, par exemple, faire, si on veut faire, par exemple, du machine learning, en commençant par le basique, ce n'est que des multiplications de matrices, d'addition, des matrices avec multiplication des escalaires, addition, tout et tout. Donc, si on connaît la librairie linear algebra et tout, on peut facilement faire du machine learning. Donc, ça, c'est une base déjà pour ça. Il me reste 15 minutes. Voilà. Donc, si c'est pas trop rapide, ça, c'est des bons ingrédients pour continuer la suite. Donc, qu'est-ce que NumPy peut encore faire? NumPy peut faire tellement de choses. Vous voyez que ça peut gérer les matrices, ça peut gérer. Donc, ça, c'est. Et si, voilà, si je teste maintenant, par exemple, la dimension de A, donc A shape, comme c'est pas un array maintenant, donc si je convertis A est égal np.array, maintenant je mets A dedans. Maintenant, si je veux le shape de A, vous allez voir que ce sera de 2 dimensions. Donc, 3, 3. Donc, vous avez 2 dimensions. À l'opposé de ce que vous avez vu en haut ici, on n'a qu'une seule dimension. Maintenant, si je définis encore une matrice à 3 dimensions, par exemple, si je veux, par exemple, M 3D, je peux faire np.array. Je peux maintenant avoir, ça c'est la première dimension, deuxième, troisième. D'accord? Je peux avoir, par exemple, quelque chose ici, 1, 2, maintenant virgule, 3, 4. Maintenant, je sors, j'ajoute encore quelque chose ici. Non. Voilà, je peux ajouter encore des choses là. 0, 1, 4, 5. Des choses comme ça. Voilà. Et lui, il avale. Maintenant, si je mets M3, je mets shape, vous allez voir que c'est un truc à 3 dimensions. Donc, vous avez 2, 2, 2. D'accord? Voilà. Donc, ce qui signifie ici que vous avez les deux premiers peuvent être représentés des matrices. Et pour chaque dimension, pour chaque troisième dimension, vous avez une matrice d'ordre 2, 2. C'est ce que ça veut dire. Pour chaque dimension, donc la dernière dimension, pour chacune d'elles, vous avez une matrice d'ordre 2, 2. Donc, c'est ce que ça signifie. Voilà. Maintenant, passons au data frame.
Donc, on va maintenant importer la librairie Pandas. Donc, je vais ajouter un Markdown. S'il y a des choses que j'ai oubliées, on peut revisiter encore la prochaine fois. Mais je suis en train juste de brosser les choses pour aller, voilà, vers peut-être le machine learning. Donc, Pandas, c'est aussi une librairie qu'on peut importer à Speedy. Maintenant, il peut s'avérer que votre système n'a ni NumPy, ni Pandas. Il va falloir peut-être les installer. Donc, vous pouvez utiliser la commande pip install NumPy, okay, pour pouvoir installer. C'est-à-dire, si ça existe déjà, vous allez voir que c'est requirement satisfied. So, requirement already satisfied, ça signifie, voilà, c'est déjà installé. Maintenant, on vous dit aussi qu'il y a new release, ça veut dire qu'il y a une nouvelle version plus récente qui a été ajoutée. Donc, la version que j'utilise est de 25.0.1 pour NumPy. Donc, il y a une qui vient d'être ajoutée qui est 25.1.1. Donc, si je veux la mettre à jour, je peux utiliser cette commande pip install upgrade pip. C'est-à-dire c'est d'abord pour mettre à jour mon... Ah, c'est plutôt pip, c'est pas NumPy. Donc, pip qui est l'installateur des packages de Python nous permet... attendez, pip nous permet de... Voilà, là, je suis en train de mettre à jour la nouvelle version de pip. Je suis passé maintenant de 25.0.1 à 25.1.1. OK? Voilà. Maintenant, si je veux aussi tester est-ce que je pourrais installer aussi Pandas, voilà, c'est aussi satisfait. Et voilà, si ça ne marche pas, il faut aussi ajouter un point d'exclamation devant. Pour certains, ça peut marcher directement. Pour d'autres, il faut mettre un point d'exclamation devant. Point d'exclamation signifie que vous communiquez directement avec le terminal. C'est-à-dire qu'il y a des codes, si vous connaissez du bash, avec le point d'interrogation, les codes bash peuvent marcher directement dans la cellule, précédé par, si vous mettez le point d'exclamation. Donc, ici, ça me dit que Pandas est déjà installé. Sinon, vous pouvez l'installer en utilisant cette commande. Je remets aussi la commande de NumPy. Voilà. Donc, tous les deux paquets sont là. Donc, je peux importer Pandas. Oui, import Pandas. Ouais. Cool. Donc, je vais... ouais, ça, c'est entrer un nombre. Je fais 10. J'entre 0. Je ne vais pas continuer. 0. OK. Je suis en train d'exécuter à partir du haut. Voilà. On est maintenant... We are on track. Donc, maintenant, je veux utiliser Pandas. Pandas, c'est une librairie qui gère tout ce qui est data frame. Donc, on peut avoir des data frames, on peut avoir les Pandas séries si on veut extraire seulement une colonne, voilà, une colonne entière. Donc, on peut l'extraire en termes de Pandas séries, ou bien on peut aussi avoir un sub data frame, donc une sous-base de données, ou bien un sous-tableau de données. Base de données, c'est pas le bon terme. Donc, vous vous rappelez de la variable âge, n'est-ce pas, qu'on a simulé. Vous vous rappelez de la variable taille qu'on a simulé. Vous vous rappelez de la variable genre qu'on a aussi simulé. Donc, on peut utiliser Pandas directement. C'est-à-dire, on peut appeler ça simulated, ou bien simulation, ou bien données simulées. Directement, on peut dire, on peut d'abord, si on veut, hein, on peut laisser données simulées comme ça et construire un dictionnaire de données est égal. Maintenant, on va ouvrir les guillemets comme ça, les accolades, et simplement mettre âge en tant que clé. Et la valeur, c'est tous les âges, n'est-ce pas? On peut aussi mettre genre comme clé et la valeur, c'est genre. On peut aussi mettre taille et la valeur sera aussi la taille. Donc, ça, on vient de créer un dictionnaire avec les données existantes. Donc, si je veux, je peux print ça. Je peux print le dictionnaire. Vous voyez? Donc, vous voyez qu'il y a l'âge ici. L'âge prend toutes ces valeurs-là. Et sera suivi par le genre. Et voilà. Si vous voulez seulement voir les âges, donc, vous ouvrez seulement les guillemets et vous inputez, vous ajoutez la clé que vous voulez capturer. Donc, ça peut être âge, genre ou taille. Si je mets, par exemple, genre, ça vous reçoit seulement la variable genre qu'on a simulée. D'accord? Et vous pouvez aussi décider d'avoir, par exemple, les 5 premiers. C'est vous qui voyez. D'accord? Et là,
Pandas est capable de prendre ce genre de liste ou bien ce genre de dictionnaire pour le transformer en data frame avec la fonction ou bien la méthode data frame de Pandas. Donc, je vais seulement mettre le dictionnaire dedans et bam, ça va nous convertir ça en data frame. Donc, si je veux regarder, voir le head, c'est-à-dire combien de... Voilà, si je veux avoir un aperçu sur les 5 premières lignes de la table de données. Donc, ici, on peut le lire comme, par exemple, la première observation, c'est une personne de 44 ans, de genre masculin et qui fait 1m55. La deuxième personne, c'est une dame de 75 ans qui fait 1m31. Bon, ça, c'est ici des données similaires. Vous voyez que la taille n'est pas proportionnelle à l'âge. C'est aussi faisable. Hein. Ça peut refléter la réalité. Donc, troisième, ainsi de suite. Donc, c'est comme si on est allé sur le terrain, on a récolté voilà. Pandas nous permet aussi si seulement ces données étaient dans un fichier CSV, par exemple, ou bien on peut sauvegarder ces fichiers en CSV. Donc, on peut directement utiliser ces données simulées et sauvegarder tout CSV. Donc, on peut sauvegarder directement nos données là en CSV et puis on lui donne un nom on peut dire par exemple données simulées. .csv. Donc, on va voir que Pandas va nous créer un fichier dans le système et on verra les données simulées directement ici. Donc, c'est des données que je peux ensuite envoyer à quelqu'un pour dire que voici les données que j'ai simulées et la personne peut continuer ses analyses sur ces données-là. D'accord? On a nos 1000 points ici. Donc, Pandas commence, je dis Pandas, NumPy commence à partir de 0. Voilà pourquoi vous avez 999. Voilà. Donc, si seulement vous avez des données de type CSV à importer, imaginons maintenant que les données viennent de cette forme, vous pouvez utiliser aussi Pandas pour les lire. Donc, par exemple, importation des données CSV. Donc, on peut dire par exemple data 2, on peut appeler la librairie Pandas read CSV, c'est cette méthode-là. Et on met juste le schéma de la donnée à lire. Et voilà. Et comme ça se fait rapidement parce que les données sont déjà dans le système, dans le working directory, dans le dossier dans lequel on travaille. Voilà pourquoi vous pouvez importer facilement. Et pour voir, par exemple, les fichiers qui sont dans le dossier actuel dans lequel on est en train de travailler, la librairie OS aussi, par exemple, avec la fonction list_dir, vous pouvez voir, par exemple, les fichiers qui sont directement dans le working directory. Donc, vous voyez que le schéma est direct. Je mets juste le nom et l'extension du fichier et on peut directement l'importer. Et si je fais data2.head, vous pouvez aussi avoir le même aperçu. Maintenant, le problème ici est que l'index qui a été sauvegardé arrive aussi sous forme de colonne. Donc, en important ici, vous allez voir que il y a un paramètre ici qui est index call. Index colonne, vous allez dire que c'est la colonne 0. Donc, la première colonne qui est indexée par 0. Donc, directement, vous avez le même aperçu que ce que vous avez sauvegardé. Voilà. Le temps imparti est fini. Je vais rapidement brosser encore un autre truc. Pandas nous permet aussi de, si vous avez, par exemple, les données importées comme ça, Pandas peut nous permettre aussi de faire directement du plot. Donc, il suffit de spécifier qui est X. Donc, le X, c'est, par exemple, si vous voulez voir si l'âge et la taille sont proportionnels. Donc, Pandas est une librairie qui est aussi développée sur Matplotlib. Donc, vous pouvez directement spécifier le kind. Kind, c'est quel type de plot vous voulez. Maintenant, nous, on veut un scatterplot, c'est-à-dire un nuage de points. Pandas est capable de vous faire aussi le printing. So, what is now going on? Voilà. Je vous ai dit que Pandas repose sur la librairie Matplotlib. Donc, si vous n'avez pas importé la librairie Matplotlib, c'est grave. C'est-à-dire, il faut aussi, si elle n'est pas installée, donc je vais aussi ajouter ça à la liste des installations. Donc, install pip, install Matplotlib. Donc, je vais aussi exécuter ceci. Avec beaucoup de chance, on va voir Matplotlib. Voilà, c'est en train d'installer Matplotlib. Voilà, c'est fini. Je peux venir maintenant ici. Avec beaucoup de chance, je peux avoir mon plot. Donc, on va essayer de résoudre. Je pense, essayer d'enlever les X là, tu écris directement HY comme ça pour tester voir. Généralement, ça peut Ah, ok. Ok.
Ah ouais. Maintenant, je crois que c'est PFT Scata. Voilà, pour avoir le nuage de points, en fait. Voilà, c'est tout. Donc, on voit clairement qu'il n'y a pas une corrélation ici, bon, selon nos données, entre l'âge et puis la taille. Voilà, on va revenir sur ça à la prochaine séance. Merci pour les gens qui ont participé et je remets la parole à notre modérateur. C'est à toi de conclure carrément. Ah, ok. Donc, je crois que c'est bon, on est fatigué, c'est le dimanche. Voilà, Oui. bon début de week-end à tout le monde et voilà. Un bon début de semaine à tout le monde pour la semaine qui Oui, je commence. pense peut-être certains ont des questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser vos questions. Et il est là pour répondre là où c'est un peu flou aussi. Si c'est pour vous, Ouais. bien c'est rapide aussi. Il faut donner vos retours. Et après, comme ça, dans la prochaine séance, on va prendre en compte aussi. Et on tient particulièrement à vous remercier. Ce n'est pas évident d'être là. Comme demain aussi, c'est un jour ouvrable. Donc, ce n'est pas du tout facile d'être là. Et merci pour votre présence. Ce n'est pas la dernière séance. Donc, il y aura une autre séance. C'est ça, non? On va terminer d'ici, je pense. Oui, oui, oui. La prochaine séance, ce sera, bon, de faire beaucoup de visualisation et peut-être aussi traitement de données. Par exemple, je peux importer une donnée très sale, bon, qui a besoin de nettoyage. Bon, on dit données sales, dirty. Besoin de nettoyage, par exemple, avec des données aberrantes, des données manquantes, il faut faire des imputations, tout ça. On peut faire ça à la prochaine séance. Et maintenant, arriver aussi à faire beaucoup de visualisation à partir des données nettoyées et lancer aussi quelques modèles de machine learning. Donc, c'est ça. Ouais, on peut faire ça à la dernière séance. Et je pense au moment où il fait des cas pratiques, il est nécessaire aussi que vous pratiquez à côté. Si vous avez des écrans, ça sera mieux. Dans les cas contraires, vous pouvez peut-être partager votre écran seulement en deux parties. Mettre la vidéo de son intervention d'une part et puis l'autre, c'est votre environnement de développement. Comme ça, ça vous permettra de pratiquer et de toucher en quelque sorte. Ce n'est pas de suivre comme ça seulement, comme vous absorbez surtout de la théorie lorsqu'on suit sans pour autant toucher avec ses propres mains. Donc, il est essentiel que vous pratiquez aussi, comme ça ira. N'hésitez pas, surtout si vous avez des questions, il faut poser. Parce que si vous avez des préoccupations, tant que vous ne vous exprimez pas, on ne saura jamais. Exact. Mais j'ai tendance à écrire très rapidement, donc ça peut aller très vite. Donc, voilà. Stoppez-moi. Voilà, pendant que si vous êtes en train d'écrire quelque chose, vous me stoppez, vous dites voilà, c'est trop rapide, essayez d'aller doucement. On peut aller aussi comme ça. Ok, donc bonne semaine à tous.